Merci beaucoup. Un bonheur et un plaisir de se retrouver. Après, bien sûr, l'accueil de nos léopards. On reprend avec la politique. C'est vrai, il y a également une certaine opinion qui pense qu'on a politisé le football. On en parle avec Mike Moukebaye, coordonnateur Ensemble pour la République, ville de Kinshasa. Mike Moukebaye, je pense que vous allez bien. Oui, Dieu garde ses enfants. Alors, Mike Moukebaye, l'actualité politique, on commence par ça, qui est dominée également par l'accueil des ressortissants des pays tiers ici à Kinshasa. Venant des États-Unis, bien sûr, le gouvernement a communiqué, le gouvernement rassure que les fonds, la prise en charge sera assurée par les États-Unis. Ces gens, ces ressortissants seront ici à Kinshasa, c'est dans le cadre de la solidarité internationale. La RDC est un pays hospitalier, est un pays également, c'est vrai, nous connaissons des problèmes humanitaires également, il y a des gens qui nous aident, nous devrions également, si possible, aider également ces ressortissants. Alors, Mike Moukebaye, comment vous analysez ces sujets? Ça commence en avril ici. Nous sommes déjà au mois d'avril. Les gouvernements, je ne sais pas si c'était par pression ou bien le gouvernement a attendu les moments propices pour communiquer là-dessus. Comment d'abord, quelles sont vos impressions face à cette actualité? Remarque d'abord que nous sommes en face d'un gouvernement qui prend les Congolais pour des imbéciles. Non, je l'ai dit bien, des imbéciles. S'il vous plaît. À commencer par moi-même, je crois que je suis le premier imbécile de M. Félix Tshisekedi. On ne nous informe pas. Il a fallu qu'on la prenne par Jeune Afrique. C'est Jeune Afrique qui balance cette information, comme quoi que le gouvernement négocie ou a négocié un accord pour l'accueil de réfugiés et de migrants expulsés des États-Unis sur le sol congolais. Nous l'apprenons il y a quelques jours, la semaine dernière. Et donc le gouvernement est placé donc, devant cette responsabilité, obligé maintenant de nous informer par un communiqué. Et vous le voyez gouvernement est obligé ou bien les gouvernants attendaient les moments convenables? Il n'attendait pas parce que la question aurait dû être mise sur la table pour débat en amont. On devrait d'abord débattre sur ça. Débattre sur cette question. Je me demande si Félix Tshisekedi a fait de la République démocratique du Congo. Mais c'est le président qui engage les pays. Une propriété privée. Oui, le président engage les pays, mais il y a une procédure. Il y a des institutions supposées, censées être impliquées pour ce genre. Pourquoi ça vous inquiète apparemment? Non, allons-y tout doux. Nous sommes un pays régi par les textes, nous ne sommes pas régis par la volonté de Félix Tshisekedi et de son camp. Nous sommes une république. Nous ne sommes pas un royaume ou un empire. Non. Mais nous sommes une république. C'est dans les cadres de la solidarité. Non, allons-y d'abord. Nous sommes une république. Alors, Jeune Afrique dévance les gouvernements, balance cette information, et voilà, ils sont obligés maintenant de nous informer par un communiqué. Mais vous avez déjà vu ces communiqués, les protocoles tels qu'il est présenté. Ça, c'est un communiqué officiel, ça? Oui, c'est un communiqué du ministère. Il est signé par qui? Il a un en-tête, n'importe qui peut utiliser cet en-tête et puis dire aucune signature, rien. Et puis le protocole, à la fin, il y a un point final, mais on ajoute la mention fin. C'est quoi? C'est un télégramme? C'est quoi? Donc les ministres, c'est des petits valets soumis à la volonté de Félix Tshisekedi. On dit, faites-le, monsieur, vous le faites. Sans tenir compte des intérêts vitaux de la République démocratique du Congo. Vous voyez vraiment que ce communiqué-là est un communiqué officiel. Donc comme il n'y a pas de signature, on ne peut pas... Mais il vient de quel service? Il vient de quel ministère? Je vois juste l'en-tête. C'est cela. Mais il a fallu, moi pour m'en assurer, demander à mes services de vérifier si ces communiqués étaient publiés sur le site du ministère de la Communication. C'est cela ce qui m'a rassuré, c'était un communiqué officiel. Bon, alors, on nous informe maintenant par un communiqué. Mais allons-y, où est l'accord? Félix Tshisekedi a signé cet accord au nom de son parti d'EPS ou de sa famille, ou c'est au nom du Congo? Il est où l'accord? C'est ça le problème. Il est où l'accord? Il est où? Déjà qu'il y a un autre accord ici, signé en catimini, un autre, en catimini. Lesquels? Mais l'accord qui a été entériné en décembre dernier. Ah, d'accord. Déjà signé, et puis maintenant on l'envoie à l'Assemblée nationale pour examen. Et depuis qu'il est là, jamais on l'a inscrit à l'ordre du jour pour un débat.
Et j'apprends qu'il y a des pesanteurs pour que le débat ne soit pas public. Ou alors, en tout cas, qu'on fasse de manière sélective, qu'on procède de manière sélective pour voir quels aspects on va en débattre. Parce qu'il y a des choses graves dans les annexes de ces rapports. Une partie de ce qui est grave là-dedans a été déjà dénoncée par la SENCO, et il y a une autre partie qui n'est pas encore révélée à l'opinion congolaise. Et donc, ça ne suffit pas déjà de nous cacher cet accord-là, qui a été signé en catimini, en voilà un autre. L'accord sur les migrants. Donc, on devrait d'abord commencer par brandir cet accord, oui, exposer à l'opinion. Oui, nous ne sommes pas dans une propriété, nous ne sommes pas dans une propriété privée de M. Félix Tshisekedi. Nous sommes en République démocratique du Congo. Ce n'est pas un bien propre à un individu pour qu'il en dispose selon sa volonté. Ah non. Mais Mike, quand c'est communiqué, je vois ces communiqués. Attendez, ces communiqués d'ailleurs. Attendez, ces communiqués d'ailleurs et a complètement tout faux. Comment? Ce qui s'est fait là, c'est fait en violation du droit international. Il n'existe pas de dispositions du droit international. Vous pouvez lire la Convention de Genève sur les réfugiés. Vous avez votre téléphone, allez dans Google. Il n'existe pas de dispositions qui prévoient qu'un pays d'accueil qui reçoit des migrants peut à son tour les envoyer dans un autre pays. Il n'y a aucune disposition. Aucune disposition. C'est une nouvelle pratique qui est d'ailleurs en train de faire polémique un peu partout. C'est l'Italie qui l'a commencé en construisant des centres de rétention en Albanie. Et d'ailleurs, l'Italie n'a pas pu mettre en œuvre cette pratique-là parce que la justice italienne s'est dressée contre cette initiative-là. Et ensuite, il y a eu la Grande-Bretagne qui a aussi emboîté le pas. Elle a entrepris des négociations avec le Rwanda. Le Rwanda a accepté et a construit même des infrastructures. Et quand il y a eu un changement de gouvernement en Grande-Bretagne, l'actuel Stamer, lui, il ne veut pas de cette politique, il a arrêté. Et les États-Unis aussi prennent la même voie, bon, dans le même sens. Ouais. C'est cela, c'est une nouvelle pratique qui fait débat. Jusqu'aux Nations Unies, les Nations Unies disent non. Il est dit que d'ailleurs, que le pays d'accueil n'a pas le droit de renvoyer des réfugiés parce que ce sont des personnes à risque. Ils sont exposés si vous les retournez. Vous les retournez dans leur pays d'origine. Alors maintenant, ceux qui ne veulent pas des migrants chez eux, ils ont trouvé maintenant cette façon de contourner les pays d'origine qui, de fois, refusent de recevoir leurs propres ressortissants, c'est de les envoyer dans les pays tiers. Mais c'est dit où? Quand je vois Mouyaya évoquer le droit international, le droit international dit quoi? Il parle de solidarité. Quelle solidarité? S'il faut demander aux États-Unis de respecter le droit international, maintenant qu'ils veulent, qu'ils sont disposés à tout donner, c'est cela la réalité en fait. Ils n'ont rien obtenu. C'est quoi la réalité? Mais ils n'ont rien obtenu des États-Unis en termes d'appui dans leur chemin de rechercher une victoire militaire. Et la paix? Donc ils n'ont rien obtenu. Rien obtenu. Qu'est-ce que l'accord qu'ils ont présenté ici, appelé des partenariats stratégiques, a produit à ce jour? Je vois là, l'accord de partenariat avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'il a produit? Je vois là, ils veulent maintenant récupérer l'affaire de Virtus ou Virtus Minerals, qui a conclu avec Shema pour dire que non, mais Virtus Minerals, c'était déjà là depuis longtemps. En concurrence avec le Chinois pour le rachat des Chemaf. Ça n'a rien à voir avec l'accord de partenariat stratégique. Mais monsieur, vous voulez faire venir des investisseurs dans un pays où il n'y a pas de courant électrique. Vous rigolez ou quoi? Les vaches en rient. C'est très compliqué. Il n'y a pas de courant électrique ici. Ouais. Les investisseurs qui sont dans le Katanga souffrent déjà de carences de courant électrique. Il y a un projet qui est mis en route ici appelé Kinsuka Power. Il s'agit de construire un barrage à partir de Kinsuka, d'acheminer du courant jusqu'au Katanga. Ça, c'est pour les investisseurs qui sont présents. Et ceux qui vont venir, vous allez les servir avec le courant électrique. Il faut arrêter de raconter des histoires aux Congolais. Et alors, donc, les États-Unis se trouvent coincés. Et ils savent que maintenant, ici, à Kinshasa, ils sont prêts à dire oui. Oui, et oui, et oui, et oui. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que la plupart de ces migrants à expulser bénéficient d'une certaine protection aux États-Unis. Ils bénéficient d'une protection juridique. Ils sont des sans-papiers, pour la plupart, mais la protection juridique impose que vous ne pouvez pas les renvoyer dans leur pays d'origine, parce que là-bas, ils sont exposés à certaines menaces. Et là, les États-Unis ont contourné cette protection juridique. C'est maintenant de trouver des pays tiers pour les envoyer là-bas. Et nous, on va les accueillir. Bon, ils seront au nombre de combien? Pour quelle durée? Quel est leur statut? Quel est leur statut? Est-ce que Mouyaya, Patrick peut nous dire c'est quoi le statut de ces migrants? Et ils viendront ici, on parle des sites. Je ne connais pas ces sites. J'ai cherché, moi, à identifier. Je ne connais pas, je n'ai pas vu le gouvernement ici entreprendre un jour de travaux pour la construction des bâtiments destinés à recevoir des migrants.
Je l'apprends là que le site est déjà prêt et que c'est fait avec le moyen du gouvernement des États-Unis. Mais je ne sais pas. Et alors, ils auront quel statut? Et quand ils seront ici, dans les sites, dans les sites en question, c'est quoi? Ils seront là-dedans. On peut considérer que c'est des sites de rétention. Comme il en résiste partout, quand quelqu'un est quelque part, en situation de demandeur d'asile, il est en rétention quelque part. Chez nous, ils ne sont même pas en rétention. Oh. Oui, mais parce qu'ils ne sont pas des demandeurs d'asile de chez nous. Ils sont demandeurs d'asile des États-Unis. Mais dites-moi, dans ces sites-là, ils seront là avec quel statut? Ils seront en détention? Seront-ils libres de leur mouvement, sortir et vivre avec nous en communauté ici? Toutes ces questions-là. C'est un nombre de combien? Ils viennent pour combien de temps? Attendre quoi? Ce pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Attendre quoi? Il est dans l'obligation de nous donner des explications en amont. Attendre quoi? Ça n'est pas ça. Attendre quoi? Ils viennent pour combien de temps? Au nombre de combien? Pour quelle durée? Les gouvernements temporaire, ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis s'installer définitivement. Puisque les États-Unis, tant qu'à faire, quand ils auront expulsé ces gens-là de chez eux qui se seront installés ici, ils ne s'en procureront plus. Ils ne s'en procureront plus. Mais alors, voilà, vous voulez qu'ils s'en procurent pourquoi? Il est dévers chez vous, nous sommes devenus un déversoir. Dès qu'ils seront ici, vous voulez que les États-Unis viennent faire quoi encore? Vous voulez quoi? Posez la question à Félix Tshisekedi et à son porte. Faire le suivi. Il a fait quel suivi de quoi? Ils s'en débarrassent, ils ont trouvé un déversoir. Donc c'est un débarras. C'est un débarras. C'est cela. Alors il faut tout dire, tout, oui, à tous les coups. Possible. Mais là c'est grave, Mike. C'est un pays incapable, avec des autorités incapables de s'assumer sur le plan international en tant qu'État souverain. Ah d'accord. C'est un débarras. Mais est-ce que le communiqué explique? Qu'est-ce qu'il l'a dit? Le communiqué n'explique rien. C'est communiqué donne des grandes lignes, mais pas assez. Quelles grandes lignes sur quel sujet? C'est une matière nouvelle. C'est une matière nouvelle, je suis en train de le dire ici. C'est l'Italie qui a commencé cette pratique en construisant des centres de rétention en Albanie. Des grandes lignes sur quoi? Est-ce que Mouyaya peut nous dire en français quel est le statut de ces migrants qui arrivent ici? Ils sont quoi? Ils sont en transit, ils sont demandeurs d'asile, ils sont quoi? Parce que tu sais qu'il y en a déjà qui sont arrivés en Afrique, au Cameroun. Ah, d'accord. Il y en a déjà, non? Qui ont été expulsés, qui ont atterri au Cameroun, et parmi lesquels il y a même 1 ou 2 Congolais. Et ça, Mouyaya et son chef ne s'en préoccupent pas. Il y a des Congolais au Cameroun là-bas, en détention, et qui sont expulsés des États-Unis. Est-ce qu'ils en parlent même? Alors, Mike Nkibaye, quel pourrait être, bon, je ne sais pas, j'ai vu des gens essayer un peu de s'inquiéter. Quelles pourraient être les inquiétudes de la population face à cette actualité? Mais écoutez, la toute première inquiétude, c'est que la population n'est informée de rien. Ah, d'accord. C'est oui, c'est ça la première inquiétude. Oui, c'est cela. Elle ne sait rien pourquoi ces gens sont là. Ça peut même créer et provoquer certains comportements et aux conséquences incalculables ici. On ne dit rien aux Congolais. C'est cela le premier problème. Les Quinois, donc, devront recevoir des étrangers ici. Nous sommes un pays hospitalier, mais il y a des conditions pour organiser cette hospitalité. Ce n'est pas à n'importe quel prix. Ah, d'accord. Quand on parle d'un pays hospitalier, ça ne suffit pas un déversoir. Là, on fait de la République démocratique du Congo un déversoir et une poubelle. C'est cela. Donc, la RDC est devenue une poubelle. Mais c'est cela, non? Mais Mike, parce que ce qui s'est fait là, c'est complètement en violation du droit international. Les Congolais ne sont pas informés. Et ceux qui viennent là, nous ne savons même pas pour une durée de combien de temps. Mais c'est très grave, ça. C'est très grave. Imaginez que c'est une population de 10 000, 20 000 personnes au bout de 6 mois. Vous voyez ce que ça représente ici? Mais en termes de gestion de cette population-là dans la ville de Kinshasa, nous avons déjà nos propres problèmes auxquels nous n'arrivons pas à apporter de réponse ici. On va nous en ajouter d'autres. Est-ce qu'on peut faire les parallélismes entre ce qui s'est passé en 1994 avant
l'opération turquoise et ce qui se passe là? Non, c'est pas pareil. Ah, d'accord. L'opération turquoise, c'était une opération française. Et ben, en fait, nous avons reçu des réfugiés. Exactement. Et donc, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est des réfugiés qui ont traversé une frontière commune. Ouais. Nous étions en devoir de les recevoir. C'est le droit international. Mais la faute que le gouvernement de l'époque de M. Mobutu avait commise, c'était laquelle? C'était de les laisser passer avec armes et bagages. Quand les réfugiés arrivent avant frontière, la première chose, c'est de les désarmer s'ils sont armés. Il n'y a pas que nous qui avons reçu des réfugiés rwandais, en majorité Hutus ici. Ils ont été reçus aussi en Tanzanie. En Tanzanie, les frontières ont été fermées et ils ont été désarmés. Mobutu, lui, a mis en place un schéma. Il venait de perdre un régime allié, le régime d'Abiyarimana. Et Mobutu, à l'époque, il était complètement isolé sur le plan international. Il s'est dit, oui, je peux, moi, garder les Hutus ici, et alors aider la France à rétablir son précaré avec le point de Kigali, et donc la France aura besoin de moi. Mobutu a gardé ses réfugiés chez nous, dans un calcul donné. Et longtemps, nos voisins, notamment le Rwanda, a dit, oui, vous les avez hébergés chez vous, mais voilà les dispositions de la Convention de Genève. Elle dit ceci, qu'il faut les contenir à telle distance de la frontière commune avec nous. Si je ne m'abuse, je crois qu'ils doivent être placés, je crois, au-delà de 150 km de la frontière commune avec le pays de provenance. Ce qui n'a pas été fait. J'ai toujours l'impression que les Congolais ne comprennent pas ce qui s'est passé à l'époque, parce que nous avons toujours tendance à responsabiliser, à charger la communauté internationale, comme quoi que nous l'avons fait par solidarité, par humanité, de recevoir les réfugiés. Oui, le monde nous avait demandé de recevoir les réfugiés, mais pas de réfugiés armés, et qui étaient gardés dans des camps et qui s'entraînaient au grand jour, avec des armes au poing. C'est cela notre faute. On aurait dû les désarmer. Mobutu, lui, s'est ouvert la voie d'un calcul sur le plan régional en se disant, chez les gars, et au bout d'un certain temps, ils auront à retourner chez eux pour reprendre le pouvoir. C'est cela. Même l'opération turquoise est une opération qui est venue, en fait, pour aider, notamment, à l'évacuation de ressortissants français. Le monde a beaucoup, le gouvernement rwandais actuel qui est en conflit avec nous, a beaucoup condamné cette opération parce qu'elle est venue sans se préoccuper de ce qui s'est passé, du drame qui s'est déroulé sur le sol rwandais. De ces milliers, de dizaines de personnes qui étaient en train d'être tuées simplement parce qu'ils étaient d'une ethnie donnée et qu'ils avaient un aile long. C'est cela ce qui est grave. Mais notre responsabilité à nous avait été de les laisser entrer armes au poing. C'était notre responsabilité historique et il faut l'assumer. Mais ce n'est pas la même chose. Là, c'est des réfugiés, des gens réellement en danger à notre frontière qui traversent. Mais ici, c'est des gens qui ont quitté des pays où ils étaient menacés, leur pays d'origine, pour aller chercher l'asile aux États-Unis. C'est là qu'ils sont demandeurs d'asile et Donald Trump les renvoie chez nous. Et nous ne savons pas pour combien de temps. Mais Mike, quelles pourraient être les conséquences si cette opération tourne mal? Mais elle va tourner mal, elle va tourner bien comment? On ne sait même pas comment ça va se passer. Toi et moi, on ne sait rien. On ne sait pas projeter, on ne sait rien. Mais on peut faire confiance, Mike. Faire confiance à qui? À notre gouvernement. Mais le gouvernement est une institution. Félix Tshisekedi en est une autre. Il y a une institution, Assemblée nationale, Sénat et ainsi de suite. Et sur cette question, la procédure, elle est claire. Il s'agit d'un accord avec un autre État en bilatéral et qui engage l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes même pas informés que les négociations sont engagées. C'est un matin un communiqué à l'allure d'un tract qui nous dit que apprêtez-vous à recevoir des étrangers. Et vous dites, le gouvernement, si on peut lui faire... Il faut qu'on fasse encore quand lui-même, ce gouvernement, marche les yeux ouverts sur les textes. Quand Félix Tshisekedi lui-même marche les yeux ouverts sur les textes de la République. Comment on peut faire une confiance à un tel régime? Comment expliquer depuis la publication de ces communiqués, on ne voit aucune réaction de l'Assemblée nationale? Quelle Assemblée nationale? La Chambre d'intérim, tu veux me dire? Non. L'Assemblée nationale. Quelle Assemblée nationale? L'Assemblée nationale. La Chambre d'intérim. Non, la Chambre d'intérim. Parlez-moi d'autre chose.
Surtout que Caméré, qui tentait au moins de se battre pour l'indépendance, on a pris quelqu'un qui n'avait pas l'ambition de diriger l'Assemblée nationale, qu'on a parachuté là, et il est là, le plus important pour lui, c'est de préserver son poste. Avait-il déjà rêvé un jour qu'il dirigerait l'Assemblée nationale? Il a été parachuté là, il est arrivé là accidentellement. Ce qui le préoccupe le plus, c'est de préserver son poste. Je t'ai dit déjà qu'il y a des pesanteurs qui viennent de lui pour que l'accord, le fameux, sur le partenariat stratégique ne soit pas examiné en plénière publique. Donc, à huis clos. Ou alors, s'il est examiné, qu'il soit examiné de manière sélective. C'est ça. Mais là, je pense que c'est très sérieux. Le gouvernement dit ceci. Bon. Le gouvernement conserve la pleine maîtrise des décisions relatives à l'admission sur son territoire aux conditions de séjour, au contrôle, au retrait. Avec toute ta carrière de journaliste, tu prends ces torchons au sérieux. Ces torchons ici. Ça vient des sources officielles. Non, tu les prends au sérieux, ces documents. Ça vient des sources officielles. Le gouvernement dit ceci. Apparemment, bon, les statuts, ils écrivent ici au retrait du statut temporaire. Je ne sais même pas si ça signifie quoi. Les statuts temporaires, mais là, c'est grave. Mais Mike, là, il y a un point également qu'on pourrait en débattre. Aucun transfert automatique n'est prévu et chaque situation fera objet d'un examen individuel conformément aux lois de la transfert automatique. C'est-à-dire qu'on va examiner au cas par cas. Quel transfert automatique? C'est-à-dire qu'on ne va pas déverser tous ces ressortissants comme ça en bloc. On va examiner au cas par cas. Le gouvernement. Le gouvernement va envoyer des délégués aux États-Unis et comme ça, là, ils sont capables de tenir. Ces gens sont capables de tenir tête à tronc. Oh. Tu rigoles ou quoi? Ils vont examiner. Mais c'est possible, Tu rigoles ou quoi? Ça, c'est un truc qu'ils nous ont balancé à la figure, les imbéciles, là, les prenez ça, c'est ça. C'est ce que ça signifie. Nous sommes des imbéciles dans notre propre pays. C'est ça, le régime de Tshisekedi. Ça, on nous a balancé comme ça parce que l'information est déjà diffusée par Jeune Afrique. Ça fait débat dans les réseaux sociaux. Dans leur propre camp, beaucoup. Mais Mike... Attends, mais tu le sais, dans leur propre camp, beaucoup n'ont pas accepté que cela était en cours. C'est cela. Mais alors, il fallait assumer. Ils n'ont fait qu'assumer. C'est-à-dire, ils n'ont fait que nous dire, oui, ils vont venir. Les restes, là, c'est des histoires qu'ils racontent. Donc, en fait, ce qui est important, là, le seul fait que tu dois retenir dans ces tracts-là signés, pondu par... C'est un tract pondu par Mouyaya. Ce que tu vas retenir, c'est qu'au moins, on t'a considéré un peu pour te dire, oui, ces gens-là vont venir. Un peu de considération. C'est juste ça. Mais les gens disent, bon, ils sont imbéciles, un peu de considération quand même. Bon, oui, surtout pour les nôtres que nous avons vu se déployer dans les réseaux sociaux pour dire, ça fait du Tshisekedi ne peut pas le faire. Disons quand même à ceux-là que oui, nous l'avons fait. C'est tout. Certains affidés du pouvoir pensent que les Rwandais également auraient accepté ça face à la... Le Rwanda l'a fait, je ne sais pas dans quelles conditions il l'a fait. Ce n'est pas à dire que nous sommes là à reproduire le comportement de nos voisins. Ça c'est de un. Et puis de deux, ça s'est fait en catimini. C'est ce qui est grave. Il s'agit d'un accord entre deux États, ça se fait en catimini. Et vous êtes informé via un communiqué qui a tout l'air d'un tract. C'est cela le plus grave. Et nous ne savons pas pourquoi. Le Rwanda, ça n'était jamais caché. Le Rwanda a reçu des fonds de la Grande-Bretagne, a construit, a communiqué là-dessus. Le monde entier était au courant. Les premiers migrants qui devaient être envoyés aux États-Unis n'ont pas fait le voyage parce qu'il y a eu une bataille judiciaire serrée à Londres. Des ONG, des droits de l'homme se sont levés et ainsi de suite. Et par la suite, la Grande-Bretagne, avec le nouveau Premier ministre, a dit non, nous ne nous impliquons pas dans cette politique-là. Nous changeons notre politique migratoire. Le Rwanda l'a fait au grand jour. Mais, Mike Nkibaye... Toi, tu es journaliste, non? Oui, Mike. Mais tu es censé m'informer, informer les Congolais. Mike. C'est à moi, je dois te demander à toi, les sites dont en question dans le tract là, il a été construit quand? Il est où? On ne sait tu pas. Peux me dire, mais alors, mais dis donc alors. Mais Mike, le gouvernement américain pourrait décaisser d'abord combien pour... mais qui le sait? La prise en charge. Qui le sait, toi et moi? Qui le sait? C'est cela? C'est cela la République de Tshisekedi. Qui le sait, toi et moi? Qui le sait?
Et si on pose des questions, on nous traite de des... Vous n'aimez pas la République, vous n'aimez pas... Aimer la République, c'est fermer les yeux. Complètement, oui. Hein? Faire taire tout sens critique, dire oui et crier changement à la Constitution, dînatoire. Mais ça. Mais Mike. J'allais dire à Didier Bibi. Je pense que ces gens sont en train de s'amuser. Non, on va y aller. Didier Bibi nous s'amuse avec son truc là. Didier Bibi, je lui dis, Didier Bibi, Balobaka. Là, mais il s'est abattu. Il bien sauté. Il s'est sauté, les âmes. Il s'est sauté, même chose, quand il s'est sauté, Soko za musicologie mbunda moko ezobeta makasi. Et mati ba do yeba te mbunda ligo toboka. Karate yebi tani si mbonde karate mbunda ko toboka. Tu comprends? Mbunda ko bet. Yebi vraiment mbunda ko beta. Ndanga mati yango beta ko makasi ba. Eko te karate toboka. Mais Mike, ces gens pensent qu'ils sont devenus les maîtres du destin. Mike, ces gens-là pourraient être localisés, soit seront, bon, je ne sais pas, internés, logés dans les centres-villes ou bien dans la périphérie, à Kinshasa. Attends, tu me poses la question à moi. Moi, je suis membre du gouvernement. Moi, je suis le représentant de vos analyses. Il n'y a pas d'analyse. Là, c'est un fait. Le gouvernement... Et ces informations-là à Kinshasa. Mais attends. Dans les centres-villes ou bien dans la périphérie? Tu vois déjà la difficulté. C'est cela. J'ai pitié de toi et de tes confrères. Parce que tu t'es dit que si tu prends ton téléphone, que tu appelles Mouya, tu poses la question, il bottera en touche. Exactement. Et quand toi, tu te permettras de donner une information, Mouya dira que tu es un ennemi de la République. Je ne sais quoi, qu'est-ce qui va t'arriver. Je ne sais quoi. Ouais. Mais là, il refuse délibérément de donner l'information au Congrès. Délibérément. Mais j'ai suivi encore dernièrement qu'il y avait un débat sur le droit à l'information et Mouya est intervenu là-dessus. Et je me demandais d'ailleurs qui l'avait inscrit comme intervenant à cette affaire-là. Les types qui est passé maître dans la rétention de l'information jusqu'à devenir le législateur verbal. Maintenant, lui, il légifère verbalement, Mouyaya. Félix lui a revêtu de ses pouvoirs. Il a revêtu de ses pouvoirs. Il légifère verbalement. Il vous a déjà interdit de donner des informations quand des localités tombent. Ça, c'est Mouyaya. Il est devenu lui-même un organe législateur. Et il ne faut pas la soudanisation. Revêtu de pouvoirs exceptionnels. Avec cette histoire, les pères et les fils, des trucs comme ça. Ils pensent que c'est comme ça en brocardant, que c'est comme ça que ça se passe. Alors, Mike, donc là, on reste un peu en suspens. En attendant, bien sûr, l'évolution de cette information, si le gouvernement pourrait nous indiquer les lieux, les sites retenus, et puis les financements. Qui va vous indiquer? Le gouvernement, les sites. Quoi, tu supplies ou bien tu sais quoi finalement? Non, j'ai dit on attend. J'ai pitié de le président. L'évolution. Voilà ce que vous avez fait de la fausse qu'on connaît. Non, mais on attend l'évolution. Ça, il n'avait pas réussi. On attend l'évolution de l'information. Ah, si le gouvernement pourrait. Tu sais qu'il dit ça pour ça, je dis. Mais c'est bien vrai. Maître plein. Cet accueil commence à partir de ce mois d'avril. Donc, nous serons toujours informés, Mike. Vous dites? Ils seront accueillis au mois d'avril ici. C'est ressortissant. Donc, nous serons informés. Okay. S'ils seront. On attend. Je l'espère. On attend. Oui, mais tu regardes. T'es supplié. On doit avoir du moins d'informations. On doit avoir du. Après, on commence. Oh non, il y a 15 mois, tu es bacté. C'est compliqué. Un 22, ça a été flou, 15 mois, après, comme très compliqué. Et jusqu'aujourd'hui, tu vas péter, mais ça, tu vas prendre 23. Ils nous ont rien communiqué là-dessus. Oui, et voilà, ça fait problème jusqu'aujourd'hui. Mais Mike, on fait
D'abord, on prend l'accueil des léopards après leur qualification à la Coupe du Monde 2026. Il y a une polémique. Le président a honoré ces léopards. Le président a offert des jeeps, ainsi de suite. Il y a des gens, il y a toute une polémique. Les gens pensent que c'en est des trop. On joue avec l'argent de la République. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit soutenir et aider les gens qui font en sorte que le drapeau du pays soit élevé partout? Bon, je comprends cette polémique-là. C'est un peu une polémique dans une famille où un père n'arrive pas à répondre aux besoins de ses enfants, mais qui s'est fait fort à accorder des présents ici et là-bas. C'est cela tout le problème. Donc, le pays est très mal gouverné. Tu le sais très bien que nous sommes classés parmi les pays les plus reculés en matière de corruption. Et il y a bien des corps professionnels ici, les médecins là-bas les professeurs d'université qui formulent des revendications. Mais ce ne sont pas des revendications de même nature que les cadeaux qui sont offerts au léopard. Ça, c'est un geste ponctuel. On pourrait le comprendre, mais il résonne très très mal là où les autres n'ont presque rien dans leur assiette. Je comprends l'attitude de ceux qui respectent, ceux qui ne sont pas d'accord avec les chefs d'État. Donc je comprends un peu cette attitude et je partage même dans une certaine mesure. Ça fait des millions de dollars, hein. Ça fait des millions de dollars. Exactement. Ouais, qui vont être décaissés. Il y a certaines sources. Les véhicules qui ont été offerts, je ne sais pas si officiellement ça a été confirmé. J'ai vu que c'est de l'entrée que nous appelons généralement ici plus de 50 Jeeps, Tortue Ninja. Elle est à combien? 110 000, hein, 120 000. À plus de 100 000. Peut-être par là-bas, donc. 52 véhicules. Il y a de quoi que les autres, ça n'irrite. Je comprends. Vous étiez à la place, Mike Nkeba, président de la République, vous feriez quoi? J'étais à la place, ça serait tout autre chose, il ne faut pas me poser la question. De cette façon-là. Vous verriez quoi exactement? Ça serait une autre gouvernance. Ça serait une gouvernance normale. Ah, d'accord. Une gouvernance normale. Pas moi, si Katumbi était là. Ça serait une gouvernance normale. Je ne suis pas sûr que nous ferions des miracles, mais le Congolais vivrait de véritables progrès, dans la mesure des moyens du Congo. On imprimerait de véritables progrès à la République démocratique du Congo. Les gens verront qu'un sou qui est encaissé là-bas est acheminé ici, et voici le résultat dans le concret. Ça, les gens le verront. Les gens verront que nous travaillons à maximiser la recette. Les gens verront que nous nous soumettons à une vie modeste, pour que chaque Congolais vive de son travail. Les gens verront que nous ne ferons pas de promesses en l'air. Pour dire aux Congolais, un jour je vais vous donner du travail aux jeunes, un autre jour l'État n'a pas du travail à donner aux jeunes. Et hier au stade, j'ai entendu, nous allons vous donner du travail. Tellement je ne sais pas quelle est la promesse qui tient. Ouais, ben voilà. Alors, et ce qui a été un peu plus sidérant, c'est d'entendre la clameur monter pour des bazookas, et le président de la République qui dit instruit c'est ça. Donc ces jeunes-là, eux-mêmes, règlent l'affaire à leur propre niveau. La justice populaire. Et je suis déjà indigné. Je remarque que c'est revenu à la mode. Tu sais qu'il ne s'en aime pas. J'ai vu des images atroces dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui était, je crois, présenté prétendument comme un criminel. J'ai vu des gens marcher sur lui en moto. Et ça n'aimait pas Jacquemin Chabani. C'est une site populaire qui se pratique un peu partout. Moi, je ne suis pas là pour protéger les criminels, mais non plus encourager le Congolais à régler ces questions-là, et même dans la rue. C'est grave. Je serai ministre de l'Intérieur, demain j'enquête. Monsieur, vous avez tué un Congolais. Vous n'avez pas le droit, vous, d'interpeller un Congolais et de le soumettre à un supplice, à une sanction dans la rue. Ça commence à devenir normal. C'est très grave. Jacquemin Chabani, des images atroces. Quelqu'un vivant qui respire, des gens marchent sur lui à moto. Ils vont, ils reviennent sur lui. Des images comme celle-là. Quelle image pour la République démocratique du Congo? Et pour Jacquemin, ces individus-là sont des criminels, comme ça s'est réglé comme ça. Mais ça va aller à une dérive un jour. On ne pourra plus contrôler la population. Hein? C'est signe d'ailleurs que l'État n'existe pas.
quand des individus prennent la place de l'État pour eux-mêmes se faire justice, c'est qu'ils ont compris que l'État n'existait plus. Et cet État-là qui est là, qui tente quand même de survivre, lui-même maintenant consent à ce qu'il ne vive plus, quoi, qu'il n'existe plus. Alors, Mike, vous pensez également qu'on a, sous Félix Tshisekedi, ou bien c'est la logique, on a politisé les sports? Désormais, c'est les chefs, Écoutez, mais c'est cela, Félix Tshisekedi a cherché des résultats dans tous les domaines de la vie nationale, n'a pas trouvé le plus grand succès de Félix Tshisekedi. Oui, depuis 8 années de mandat, le plus grand succès, c'est cette qualification. Tu as vu comment ils ont vu ça, ils ont mis ça en relief. Mais c'est le plus grand événement de 8 années de gestion de Félix Tshisekedi. Tu ne le sais pas. C'est le plus grand succès, c'est cela. Il ne s'agit même pas d'une politisation telle que tu le présentes. Et puisqu'ils sont à la recherche des petits succès, regarde souvent le président de la République, il sort de ce bureau pour aller inaugurer des petits ponts, des petits bâtiments par-ci, par-là. Parce qu'en fait, ils sont à la recherche de quelques résultats à mettre en avant. Et là, ils ont la qualification du mondial, 52 ans après notre première participation. C'est le plus grand succès. Ne demande pas à Félix Tshisekedi de se priver le plaisir de sortir de chez lui tard la nuit, de célébrer à la place de... Non, Mike, on dit que le président est très proche de son peuple, le président est simple, il est avec son peuple. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, j'ai remarqué qu'il n'est pas si proche, parce que quand il dit Boba il a quitté sa bine au dollar, dollar et qui t'a le pouvoir d'achat, c'est ça. Alors, il y a un problème. Alors, le président de la République ne comprend pas alors le langage de la rue, de son peuple. C'est là que je dis qu'il est pas. Quand le peuple dit dollar et qui t'a, non, on parle du pouvoir d'achat. Ah, d'accord. C'est ça. Donc, le message, c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat. Tu peux maintenir le dollar à 28. Mais puis si tu casses les prix, ça fait l'affaire du grand public, c'est cela. Ce n'est pas qu'il dit ça de là, c'est pas ça. Il n'est pas petit proche du peuple. Il ne comprend pas ce que lui demande son peuple. C'est un gars qui dit ça, c'est pas le dollar. Parce que là, par exemple, quand tu baisses le dollar, ok, le dollar c'est déprécié par rapport au franc congolais, et puis en réalité, sur le pouvoir d'achat, ça n'a pas d'impact, ça sert à quoi? C'est cela que j'ai dit qu'il n'est pas proche de son peuple. Quand son peuple parle de quitter $100, c'est un terme de pouvoir d'achat. $1 équivaut disons, à 2800 francs congolais. Si dans la même période, tu arrives à inonder le marché, par exemple, de pain le matin, qui a davantage de boulangeries ici, que le pain qui était vendu à 500 francs passe, son prix tombe à 200 francs, ça fait l'affaire du Congolais. Ça renforce même les francs congolais en ce moment-là. Je ne sais pas si tu vois ça. Très bien. C'est le pouvoir d'achat, c'est pas le droit, c'est symbolique, c'est ce que ça signifie. C'est le pouvoir d'achat. Mais est-ce que toi, dans ta vie au quotidien, ton foyer, ta femme, tes enfants, est-ce que tu as ressenti cette appréciation du franc congolais dans ton ménage? Tu ne l'as pas ressenti. C'est plus dur, d'ailleurs. Et tu as même vu la réaction plus dur, du grand nombre là devant lui pour dire dollar équitaté. C'est plus dur. C'est plus dur d'ailleurs qu'avant, tu te rends compte, c'est un peu ça. Donc il n'est pas si proche de son peuple. Ça, c'est les médias qui font un peu cette propagande-là. Alors, Mike Mukebaye, aujourd'hui nous sommes le 6 avril d'abord, le président est au Congo central, à Kamba. Il débaptise Kamba comme une ville sainte. C'est vrai qu'on entend déjà parler, mais là le président prend une décision et dit que... Il baptise, pas il débaptise. Ouais. Il dit que c'est une ville sainte désormais. Et comment est-ce que vous réagissez? Je crois qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'État. Ah, d'accord. Non. Élever une ville symboliquement comme ça, une ville liée à une religion, l'amener à une ville sainte, ce n'est pas une décision d'État qu'il a fait. Non. Ah, d'accord. C'est quoi, il le fera par ordonnance ou quoi? Bon, je sais pas. Non, je crois que là, il flatte un peu le Kimbanguis, c'est tout. Ah, déjà qu'il n'a pas à perdre du temps à flatter les Kimbanguis. Les Kimbanguis sont disposés à soutenir tout pouvoir qui arrive. Hein? Ah, avec eux, il faut toujours compter. Quand vous arrivez au pouvoir, ils sont avec vous. Je les aime bien. Ah, quand vous arrivez au pouvoir, ils sont avec vous. Automatiquement. Oui, automatiquement. Ils ne posent pas de problème. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ça, ils sont comme ça. Ils étaient avec Kabila hier, non? Il n'y a pas à l'heure de nécessité ou quoi de ville sainte. Non, c'est pas sur une décision d'État qu'on va élever une ville comme ça, liée à une religion, d'élever en ville sainte. Non, c'est une décision de l'Église elle-même, de la foi.
une ville sainte en quoi? Elle est ville sainte pour les Kimbanguistes, elle n'est pas ville sainte pour tous les Congolais. Ah, d'accord. Ben ouais. Kamba n'est pas une ville sainte pour tous les Congolais. Non, elle n'est pas une ville sainte pour tous les Congolais. Ah, ouais, non, c'est une religion. Une précision. C'est une religion comme une autre. Ouais. Alors, Mike Mukeba, on peut comprendre peut-être l'élévation des Kimbangu. Il y a quand même une figure d'héros dans ce combat. Mais la religion kimbanguiste reste un courant comme un autre, confessionnel, dans la communauté congolaise. Ah, d'accord. Okay. Il y a aussi une autre ville sainte à Kananga, chez moi, là-bas, non? De l'église des sacrificateurs. Tu connais l'église des sacrificateurs? Non, non. Il s'appelle les Bakwiji. Ah, d'accord. C'est le fondateur de cette église disait qu'il était Jésus. Oui, et il a aussi une ville sainte à lui là-bas. Un lieu saint à lui, Bouchala-Bwamba. C'est que signifie que ça soit dit, quoi. Hein? Que ça soit dit, c'est ça, c'est que ça signifie Bouchala-Bwamba. Mais c'est les Bouchala-Bwamba des souverains sacrificateurs, comme ils se présentent, c'est pas l'affaire des Congolais. Ah, d'accord. Ouais. Alors, Mike Mukebaï, on prend très rapidement l'interview des Kagame, parce que jusqu'à présent, ça conduit à susciter des bruits. Quels sont les points que vous aviez pratiquement trouvé que c'était un peu très fort, ou bien c'était un piège? Les points les plus forts. J'ai remarqué que même notre gouvernement, il est distrait. Comment ça? Plutôt que de donner une réponse sur des questions fondamentales qui ont été évoquées par Kagame, je vis Patrick Mouya aller sur les secondaires, sur les tertiaires. Oh, comment ça? Oui, il a préféré répondre, comme d'ailleurs beaucoup dans le milieu de l'Union sacrée, ils ont préféré répondre Kagame sur cette affaire où il présente Kabila comme le leader de l'FCM23. De toutes les façons, sur cette question-là, il n'y a rien de nouveau parce que nous sommes allés jusqu'au dernier niveau. La justice militaire congolaise a condamné Kabila pour la raison qui est celle-ci, que c'est lui le parent. Mais alors, qu'est-ce que Kagame vous dit de plus? Qu'est-ce qu'il vous dit de plus? Parce que la justice congolaise l'a condamné pour cette raison-là. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment vous perdez le temps dans des futilités? Tout est un porte-parole du gouvernement, alors que ce que Kagame a dit de plus grave, c'est quand il affirme qu'il ne se retirera plus. Ça, c'est le plus grave, il n'y a pas eu de réponse. Il dit, je ne me retirerai pas tant que l'autre partie en face de moi n'aura pas procédé à la neutralisation des FDLR. Ça nous ramène à la case de départ. Nous étions plus ou moins rassurés que nous avancions, puisque depuis la dernière rencontre entre les délégations de deux États à Washington, un calendrier a été élaboré qui impose aux deux parties ici de commencer déjà à procéder à la levée des mesures défensives et de l'autre côté et à neutraliser l'FDLR. Et le commandant militaire de la République démocratique du Congo, de FARDC, a même fait des déclarations pour s'engager dans cette voie. Et Kagame dit, je ne me retirerai plus. Et là, non seulement qu'il ait dit que c'est déjà grave, mais c'est comme s'il défiait Donald Trump. Parce qu'en fait, c'est lui le garant de cet accord depuis son enterrement. C'est lui le parrain. Et il a dit ça, Mouya ne le rencontre pas. Il va sur ce qui distrait les Congolais. Sur la responsabilité des Kabila. Déjà établie par le gouvernement de ton pays. Et il amène maintenant... non, Mouya amène maintenant son image où il aime bien un peu brocarder les choses, les pères et les filles. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Les Congolais ont besoin d'une direction, de savoir la guerre se terminera quand. Êtes-vous capable de mettre fin à la guerre militairement, oui ou non? Si vous n'êtes pas capable de mettre fin à la guerre militairement, engagez-vous résolument dans la voie des négociations. C'est ce que les Congolais attendent. Mais mec, est-ce que les sorties médiatiques des Kagame ne sont plus... avant, selon le pouvoir, Kagame était un peu silencieux. Là, maintenant, il parle beaucoup. Mais il parle. Il n'est pas en difficulté. Je veux bien que vous passiez votre temps à interpréter. Maintenant, il y a des exégèses de la pensée de Kagame au Congo. Au lieu de régler le problème des Congolais. Le Rwanda est en paix. Il n'y a pas de guerre au Rwanda. Kagame, c'est fou de vos commentaires. Mais quand il est coincé... Attendez, coincé en quoi? Avec quoi? J'étais venu ici, je t'avais dit que les sanctions ne changeaient rien à la donne. Aujourd'hui, tu me donnes pas raison? Ne sont-ils pas retournés, tous les deux États, à Washington, pour la mise en œuvre de l'accord de Washington?
Ne vont-ils pas reprendre les discussions de Doha, mais délocaliser cette fois-ci à Genève au 14 avril prochain? C'est pas ce que je t'avais dit? Ne t'avais-je pas dit que les sanctions n'étaient qu'un moyen de pression? Et encore que j'ai l'impression que le Rwanda n'a pas fléchi à cette pression-là. Oui, parce que là... Le Rwanda n'a pas fléchi. J'ai l'impression, mais parce que Kagame se permet comme ça de le dire à haute voix qu'il ne se retirera pas. Alors, au lieu de réfléchir sur les questions fondamentales, il est en difficulté, oui, mais dans l'entretemps, le Congo le maire, dans l'entretemps, une partie de la République échappe au contrôle du gouvernement central. Vous êtes quoi? Vous êtes toujours le débat secondaire. Les vrais problèmes, vous ne les attaquez pas des phases pour y apporter de réponses. C'est ça le débat, jusqu'au propre du gouvernement. Ils sont en difficulté. C'est quoi ça, ces débats? Le Rwandais et le Rwanda sont en paix. C'est le Congolais qui meurt. Il y a un débat qui dure nuit et jour depuis 2 mois. La réouverture de l'aéroport de Goma pour en fait donner l'accès à l'assistance humanitaire. Vous êtes content d'apprendre que chaque jour, l'aéroport n'est toujours pas réouvert et vous parlez de Kagame qui est en difficulté pendant que nos compatriotes manquent à manger, manquent de l'eau, partout. Alors comme vous êtes insensible au sort des Congolais, vous êtes arrivé au pouvoir pour toute autre chose, ça ne vous préoccupe pas. Vous en êtes là à se demander, il est en difficulté, ça signifie quoi? S'il est en difficulté, mais alors, c'est l'occasion de le mettre à genoux. Il faut le frapper. En êtes-vous capable? Par quelle voie? Militaire ou diplomatique? Allez-y. C'est quoi ces débats? C'est quoi ces débats irresponsables de la part de tout un gouvernement, de tout le camp, tout le régime là-dedans? Il est en difficulté. Ça signifie quoi? Mais mec, quand... Ça signifie quoi? Sur le terrain militaire, j'ai l'impression que les lignes se sont presque figées. Il est maintenant difficile pour que ceux-là qui criaient hier que les drones montent encore pour aller taper ici et là-bas. Depuis les derniers incidents de Goma, vraisemblablement les lignes se sont figées. Les drones ne montent plus. J'ai l'impression. J'ai l'impression parce qu'il y a une enquête en cours qui va déterminer la responsabilité, surtout du côté français. C'est une enquête de la justice française. Donc si alors les lignes sont figées sur le plan militaire, mais allez-y. Alors c'est quoi il est en difficulté? Alors, est-ce que le rapport des forces a-t-il changé depuis? Est-ce que le Rwanda, s'il est privé du soutien américain, est-ce que nous pouvons, nous, réfléchir en tant que stratège pour dire, est-ce que dans 6 mois, ça peut l'affaiblir pour que la donne change sur le terrain militaire? Est-ce vrai? Est-ce que le Rwanda n'est fourni que par les États-Unis? Le Rwanda est en accord de coopération militaire avec l'une de grandes puissances militaires européennes, à savoir la Pologne. Et ils sont même engagés dans la coproduction des drones. C'est tous ces éléments-là à prendre en compte, une réflexion sérieuse. Et alors, les options, on dit, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Pas tous ces débats, il est en difficulté. Ça signifie quoi? Pendant que les Congolais n'ont pas accès à l'eau, des millions de Congolais. Des millions. On est sur des débats futiles. Mais Mike, vous pensez l'effet des liés et Kabila à l'AFC M23, c'est congoliser l'agression? Pourquoi vous parlez de la congolisation? Parce que Kagame dit, moi, je ne me retirerai pas. Qu'est-ce qu'il a besoin de congoliser la rébellion? Il dit, moi. Mais quand il dit problème, non, oui. Attendez. Mais je ne comprends pas, Gami. Même ta propre question, là, que tu me poses. Y a-t-il pas une dimension congolaise dans ces conflits, d'après toi? Et Doha, c'est quoi? Mais c'est le gouvernement. Non, mais Doha, c'est quoi? Mais toi, si tu veux comprendre le conflit ici, tu vas prêter l'oreille au gouvernement avec Amou Yaya. Mais c'est la voie officielle. Non, alors Doha, c'est quoi? C'est pas la dimension congolaise du conflit. Il faut un tableau noir dessiné ça Mouya avec laquelle Mouyaya Doha, c'est la dimension congolaise. Donc, vous l'avez répondu. Que l'on veut ou pas, il y a une dimension congolaise. Non, mais Doha, c'est quoi? Oh, dis. Il y a un problème ici, hein. Non, mais on parle de l'agression. Non, j'ai dit Doha. Qui nous agresse. Oui, mais le Rwanda le reconnaît. Quelqu'un m'a dit, moi, je ne vais pas me retirer. Il n'a pas dit la SF, mettons moi. Mais il y a une dimension qui se traduit à travers Doha. Elle n'est pas là? Elle a dit, mais Doha, c'est quoi? Demande à Mouya. Non, Doha, c'est quoi? Tu sais, heureusement que c'est souvent entre nous Congolais. Ici, il y a des gens. Tu as du mal à comprendre les gens. Tu as du mal. La logique que nous avons apprise à l'école, la simple logique, tu la recherches. La dialectique, la contradiction. Les gens
se déguisent eux-mêmes. Tu as Mouyaya qui dit, bon, ben, le dialogue servira-t-il à quoi? Ben, puisque il ne pourra pas régler l'aspect sécuritaire du conflit. Mais c'est vrai ou faux, même? Attends, mais il faut demander à Mouyaya, mais qu'est-ce que tu as signé dans l'accord de Washington? Donc, vous avez vous-même sorti du dialogue l'aspect sécuritaire pour aller négocier ça avec le Rwanda. Alors, pourquoi tu veux que le dialogue vienne encore régler ça? Parce que toi, Mouyaya, tu es allé à Washington, tu as signé avec Kagame pour régler l'aspect sécuritaire. Pourquoi tu veux que des dialogues viennent encore s'occuper de l'aspect sécuritaire? Dis-moi un peu. Mais ça, c'est Mouyaya qui le dit. En oubliant que son gouvernement a signé, en ce qui concerne l'aspect sécuritaire, c'est traité à deux niveaux. C'est traité avec Kagame, l'agresseur, et c'est traité avec les belligérants congolais, la FM23. C'est pas eux qui ont signé ça? Mais Mike, alors comment il faut se dire, oh non, le dialogue ne pourra pas. Et puis, je ne comprends pas. Tu as encore Peter Kazadi qui vient, qui dit, nous allons organiser notre dialogue. Finalement, qu'est-ce qui se passe là? Alors, tu poses la question à Mouyaya, pose-lui la question. Mais quand on écoute Félix Tshisekedi, quand on écoute Félix Tshisekedi sur la question du dialogue, si je comprends très bien, parce que j'ai quand même été à l'école, quand il parle, je comprends, il parle dans une langue que je maîtrise le français. Il dit, je vais organiser le dialogue. En fait, la convocation du dialogue, en tant que tel, ne pose plus de problème. Il faut dire ça à Mouyaya. Et c'est maintenant les participants, en fait. C'est maintenant le format. Le format. Il faut dire à Mouyaya. S'il ne comprend pas, il faut lui amener un tableau noir. Son chef a déjà accepté de... Mais il veut son dialogue. C'est ça le problème. Oui, mais c'est ça, non? C'est-à-dire qu'il veut un dialogue, son format à lui. Même si, par ailleurs, lui-même a fait concession qu'il est allé à Luanda, devant Olusegun Obasanjo, et a accepté que Gnassingbé lui dise la médiation elle est africaine, elle va commencer avec Lorenzo. Donc il y a déjà un début de commencement du dialogue à Luanda avec une concession majeure de Félix Tshisekedi qui accepte que ce n'est pas mon dialogue, c'est le dialogue de l'Union africaine. C'est pas ça? Quand Tshisekedi était là-bas, il a contesté devant ses homologues? Non. Ici, Peter Kazadi a levé la voix? Non. Mais vous parlez de quoi? Mais c'est vraiment du charabia ici. Alors, on ne peut pas comprendre. On va finir. Hein? On prend... Dis-moi un peu. Alors, la prochaine fois, tu vas mouiller. Amène-lui un tableau noir et de la crème blanche. Ok? Mike Bouké, les discussions qui reprennent, c'est lundi 13 avril. Quelles pourraient être les avancées ou bien nous sommes en train de perdre du temps? Parce qu'on change des sites, on change de lieu, mais après il n'y a pas de jeu de solution. Non, on n'a pas changé des sites, on n'a pas changé de lieu. En raison de la tension qui règne au Orient en ce moment-ci, on a pensé délocaliser, c'est tout à fait normal. On n'a vraiment pas changé de sites. Mais quelles pourraient être les avancées? Ça voudrait dire quoi? Nous n'avons pas beaucoup de choix. En tout cas, les acteurs, moi et mon parti et mon président Moïse Katumbi, nous essayons de jouer diplomatiquement, mais en tout cas, ceux qui ont l'initiative... Vous jouez diplomatiquement? Oui, et beaucoup d'ailleurs, il y a des initiatives... Dans ce qui se passe là? Ouais. Dans ce qui se passe là? Beaucoup Katumbi travaille beaucoup. Comment ça marche? Ben alors, il ne faut pas penser un seul temps que nous perdons du temps, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre 1 mois, 2 mois ou 6 mois encore, mais nous n'avons pas le choix que de passer par ces processus qui ont été mis en place. Donc il y a d'un côté l'accord de Washington, il n'a pas été remis en place. Donc nous resterons dans ça? Nous resterons dans ça. Sinon, il faut qu'il y ait un événement qui change la donne. Il faut créer un nouveau rapport de force. En ce moment-là, on peut imposer un autre processus, une autre démarche. Mais aujourd'hui, il y a 2 démarches. Vous avez d'un côté une démarche déjà bouclée, scellée, qui s'appelle l'accord de Washington. Les États-Unis appellent à la mise en œuvre de cet accord. Kinshasa n'a jamais remis en cause cet accord, ni moins encore le Rwanda, même si par ailleurs, Kagame va aussi faire ainsi de suite. Mais il reste dans cet accord. Trump tient. Il s'agit de son image. Je crois que ce sera son premier succès diplomatique, si on peut parler de sérieux succès, et non tout ce qu'il veut présenter là-bas en Thaïlande. Et tout ça, là-bas, il n'y a vraiment, pas vraiment de succès à proprement parler. Et donc, il y a un autre processus, parce que la crise a été gérée à 2 niveaux. Une dimension bilatérale entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et Samou Yaya l'a accepté lui-même, et une autre dimension qui est congolo-congolaise, donc qui s'appelle Doha. Et donc, Doha va se poursuivre. Ça pourrait prendre beaucoup de temps. Mais pour sortir de là, il faut un événement majeur qui change la donne, qui change le rapport de force. Et là, comme le monde est déjà sur un acquis, l'acquis, c'est quoi l'acquis? C'est à 2 niveaux. Il y a un accord de paix signé avec le Rwanda et il y a un accord de cessez-le-feu dans cet accord de paix. Donc, il faut pousser. Vous allez sortir de là pour espérer obtenir mieux. Ce n'est pas évident. Donc là, on a déjà
un processus en cours et le monde va plus travailler à encourager ce processus-là. Si, du côté Kinshasa avait le moyen de changer le rapport de force, ah oui. Mais mec, pourquoi on répond ces négociations, mais le cessez-le-feu n'est pas toujours effectif? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque pour que ce cessez-le-feu soit effectif? Les partis, on négocie dans ce genre de conflit, les gens meurent chaque jour. Dans ce genre de conflit, c'est souvent pareil. Les partis ne sont pas très très sérieuses. Elles jouent à répondre les hostilités et à attribuer la responsabilité à l'autre. Ce sera toujours ainsi jusqu'au jour où finalement les armes s'éteindront. Et finiront pas bien par s'éteindre un jour. Hein. On a connu les mêmes difficultés à l'époque déjà où nous avons vécu une triple administration en République démocratique du Congo, MLC, RCD et Kinshasa. Ça n'a pas été facile finalement d'arriver de parvenir à ce que les armes se taisent définitivement. Mais ça fait partie du processus. Et c'est géré. Et je vois que ce sont les pressions diplomatiques et surtout maintenant que les États-Unis sont pleinement engagés, ça c'est ce qui peut changer la donne et donc nous amener à une paix totale. Mike Moukebaye, vous étiez un journaliste pendant les règnes comme Patrick Mouya de Kabila. Ouais. Est-ce qu'il y avait des prisonniers politiques sous Kabila ou non? Il y en avait. Oh, mais lui-même a dit qu'il n'y avait aucun prisonnier. Il ne faut pas suivre Kabila. Déjà que... on a fait que des choses ici. On lui dira les moments venus. Pour l'instant, on est préoccupé. C'était pas mieux, Kabila. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas m'amener à la comparaison entre Kabila et Félix Tshisekedi. C'est me demander de comparer les mal et les pires. J'aime pas beaucoup. Qui est mal et qui est pire? Ben, tu choisiras toi-même. Donc, il y avait des prisonniers politiques. Kabila, hein? Il y avait des prisonniers politiques. En abondance. En abondance, en abondance, vous faites. Il n'y a qu'une seule chose qui a aidé Kabila. Toi? Il n'y a qu'une seule chose, qu'une seule personne qui a aidé Kabila. Si je dis une seule chose, c'est pas si exactement. Mais il y a une seule personne qui a aidé Kabila. Qui a restauré Kabila. Qui a réhabilité Kabila. Qui Tshisekedi? Ah oui. Comment son échec. Non. Il a fait pire, et puis voilà. Oui, c'est son échec. Le président n'a pas échoué. Les peuples. C'est son échec. En tout point de vue, dans tous les secteurs de la vie nationale. Les peuples, au niveau du peuple. Le président avait promis quoi? Que s'il arrivait là, il allait fermer le cachot. Il n'en a pas créé d'autres. Sous son règne, n'y a-t-il pas de nouveaux cachots? Un peu éparpillés, partout dans la ville, là. Y en a-t-il pas? Dis-moi. Mais Mike. Non, dis-moi. À comparer avec Kabila, sous cet aspect-là, dites-moi un peu. Il a fait mieux ou pire? C'est cela, c'est lui qui l'a restauré. Mais Mike. C'est lui. Et puis maintenant, Kabila, il dit des choses. Mais tant mieux, mais il y aura des moments où nous aurons un débat. On attend qu'il arrive à Kinshasa, on aura un débat avec lui et avec ses hommes. Mais des hommes que les gens n'oublient pas. Que les gens n'oublient pas. Il y aura ce moment-là. Ce moment, il s'agit de l'histoire du Congo. Nous en débattons. Que les gens ne pensent pas que nous avons décidé d'accorder des chèques en blanc. Non, il n'y a pas. Mais Mike, au niveau du palais du peuple, les peuples a crié, a donné, a permis même au président de la République de changer la constitution, de continuer, et ainsi de suite. Comment vous réagissez? C'est la manipulation? Ce sont des militants de l'UDPS? Ou bien c'est... Je t'ai dit ceci. Soki oyoki mbunda, comment bêta n'abisi bidimbo. Didier. Non, là c'est les peuples, Mike Moukebaye. Quoi? Les peuples qui chantent. Ok, d'accord. Je crois que là, comme c'est le peuple, moi je réunis mon peuple. Donc Félix Tshisekedi réunit des milliers de Congolais, c'est le peuple. Non, moi je vais réunir mon peuple comme ça. Non, demain, moi je vais réunir le peuple de Katumbi. Non, c'est facile. C'est facile. Genre, mais... je vais réunir. Donc c'est le peuple de Tshisekedi. Non, mais c'est ce que je vais faire demain. Tu sais, je vais réunir le peuple de Katumbi. Je vais réunir le peuple de Katumbi. Des milliers de Congolais vont chanter aussi. On dit, mais voilà la volonté populaire. Mais Mike, vous venez là des... Vous savez, on sait comment ces choses-là fonctionnent. On sait plus ou moins... Donc c'était motivé. Bon, on sait comment ça fonctionne. Ouais. Donc c'est cela. Donc, le peuple a tranché. Et là, ils sont contents de leur salon. Après la qualification, c'est les troisième mandats assurés et rassurés, ainsi de suite. Mais Mike, s'ils savent ce que leur chef vit,
c'est qu'il ne leur dit pas. Beaucoup se tairont. S'ils savent, c'est que lui. Les chefs vivent. Parce qu'il ne leur dit pas tout. Hein. C'est vrai? Oui. Les chefs vivent quoi? Ah oui. Et ça, c'est un conseil que je donne à Didier Bidimbo encore. N'a pas essayé de tolérer un bon date. Tolérer mi bayani. Fait tu sais que des ça qu'on y sauté. Parce que tolérer ça non. Tu vois, il y a des gens comme ça. Les chefs vivent quoi? Non, c'est que les chefs sait. Il sait quoi? Des gens qui rencontrent. Puis il n'est pas informé comme fait Tshisekedi. Pas informé. Il est zélé. Les chefs te laissent faire. Je t'ai dit. Pas moi, je t'ai dit de me vas-y alors qu'il n'est pas d'accord avec toi. Parce qu'il ne faut pas qu'il t'arrête dans ton élan zélateur là. Il ne faut pas qu'il t'arrête. Il y a comme ça, des gens on les laisse faire. Je leur dis ça, qu'ils comprennent. Je leur dis ça. Est-ce que le peuple n'est pas d'accord pour donner encore un autre mandat à Félix Tshisekedi? Tu dis? Est-ce que le peuple n'est pas d'accord qu'il puisse donner encore un autre mandat à Tshisekedi? Je ne comprends pas très bien la question. Le peuple n'est-il pas d'accord de donner un autre mandat à Félix Tshisekedi après 2028? Est-ce que le peuple n'est-il pas d'accord? On s'est demandé si le peuple est-il d'accord de mourir de faim. Sur ces problèmes sociaux, on s'est interrogé. Ce qu'il pense. Mais on cherche son assentiment. Sur le reste, on l'a interrogé. Parce que Félix Tshisekedi peut réunir encore des Congolais pour leur demander des questions sur ce qui touche à leur vie au quotidien. Il peut pas, hein? Il peut pas, hein? Oui, sur leur vie au quotidien, hein? Qu'ils réunissent les maraîchers, qu'ils leur posent la question. Comment vous vivez? Comment ça se passe? Comment vous nourrissez vos enfants? Comment ils vont à l'école d'ailleurs? Est-ce qu'ils se demandent comment les Congolais font pour nouer les deux bouts du mois avec des salaires modiques? Est-ce qu'on s'interroge sur ça? Mais on a la volonté du peuple pour un troisième mandat. Sur le reste, on ne veut rien savoir du peuple. Qu'il crève. Bidimbo peut s'interroger quand il va dans le Congo central là. C'est que lui touche par mois. Ce que lui touche mensuellement, c'est la rémunération d'un enseignant. Je ne sais même pas pour toute sa carrière, il ne l'aura jamais. Ça, il ne s'interroge pas. Le salaire d'un mois d'un ministre. D'un ministre. C'est la rémunération de toute la carrière d'un enseignant, non? L'enseignant qui touche $180, $280. Les ministres, d'ailleurs, toi, tu es journaliste ici, tu ne sais pas me dire combien touche un ministre. Le président lui-même ne sait pas. Voilà, ça, on n'interroge pas le peuple sur le reste. Tu sais ce que j'aime bien. Moi, j'ai vécu des expériences un peu dans la vraie vie du pouvoir politique. J'ai vu un pouvoir arriver à sa fin, le pouvoir de Mobutu. J'étais jeune journaliste et j'ai couvert les activités du HRPT. J'ai vu comment les gens se pavanaient jusqu'à la veille de la chute du régime. Il y avait une commission qui était mise en place, c'était pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, qu'il fallait procéder au partage des entreprises publiques. Commission pour le partage équitable et équilibré, la peloton des entreprises publiques et puis le régime financier à l'époque, au FIDA, ainsi de suite. Et c'est mon aîné Jean-Marie Elessé Bokokoma qui était placé à la tête de cette commission-là et logé au même au frais donc, de la République. Les gens ont continué à défiler jusqu'au lendemain de la chute du régime de Mobutu pour aller déposer leur CV. Ce que j'admire chez ceux qui sont au pouvoir, c'est que ça les coupe de réalité. Mais quand... Et ça, je vois ça chez Félix Tshisekedi et les siens. Et moi, j'admire, j'attends jusqu'au jour où finalement la réalité va le rattraper. J'ai vu des gens jusqu'au vendredi. L'Afdal est entré dans la ville de Kinshasa un samedi. J'ai encore le jour en mémoire. Et jusqu'au vendredi 17 mai. Jusqu'au vendredi 16 mai. Les gens allaient déposer des CV. La même semaine-là, Mobutu a procédé à des nominations de gouverneurs de province dans la partie de la République qu'il contrôlait. Je sais qu'il y en a un, je me rappelle qu'il y en a un patriarche à l'époque, il était un homme respecté, un Benzatoubi, un haut cadre du parti PDC d'André Boboliko. Il a été nommé gouverneur dans le Bas-Congo, que nous appelons aujourd'hui Congo central, et il est allé prendre ses fonctions, et 4 jours après, l'Afdel est rentré. Je vois ça un peu, j'ai dit, j'ai dit, bon, je comprends, et moi j'ai déjà fait tout ça, ça ne m'impressionne pas. Jusqu'à ce que ça fasse comme ça. Ça ne fera ça comme ça qu'une seule fois. Pat, la réalité. Et je t'ai dit, elle vient là, soudaine, brutale.
comme ça. Et parlant de Mobutu, hier, l'accoutrement du chef de l'État a fait un peu une sorte de polémique de buzz. À la fois, il s'est habillé comme Mobutu. Je ne sais même pas. Hein. Je n'ai pas fait attention. Ah, d'accord. En tenue de léopard, institut. Non, je n'ai pas fait attention à ça. J'ai suivi la polémique, elle me dit rien, moi, je ne suis pas dans ces... Ah, d'accord. Je n'ai pas suivi ça. Ah, là, c'est intéressant parce que les gens, selon certaines personnes, que hier, l'UDPS combattait Mobutu, aujourd'hui, apparemment, ils suivent même l'accoutrement de Mobutu. Oh, mais déjà, Kabouya est allé jusqu'à prendre l'exemple sur Mobutu à ce qui concerne les révisions constitutionnelles qu'il a pratiquées, qu'il a opérées. Qu'est-ce qui te surprend? Ah, je vois. Mais Félix Tshisekedi et l'UDPS, quels sont leurs repères? Oh, c'est Mobutu. Mais vous n'avez pas remarqué, vous ne posez pas de questions. Oh, ces régimes, les repères, c'est Mobutu. Depuis 8 années, nous vivons la reproduction de tous les régimes que nous avons honnis par le passé. Kabouya cite Mobutu. Un exemple. Ah, d'accord. Déjà, une constitution, vous la traitez de constitution taillée sur mesure. Mais quand il opère des révisions, c'est des révisions sur mesure aussi, non? Merci beaucoup, mec. Non, vous prenez ça comme exemple pour justifier que vous... Et puis, en réalité, vous, votre concept, nous ne savons pas les cerner. S'agit-il de la révision? Parce que quand vous évoquez Mobutu, vous parlez de la révision. Mais ici, vous parlez et de la révision, et du changement, et de toucher la Constitution. On n'y comprend rien. Depuis 8 ans, nous vivons la reproduction de tous les régimes passés. À tout point de vue. Depuis 8 ans. C'est même ça le mérite de Félix Tshisekedi. C'est la reproduction de tous les régimes passés. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'amélioration. Et c'est même pire. C'est même pire. À certains endroits. Dans certains aspects. C'est même pire. Ah, ouais. D'accord. Merci beaucoup, Mike Moukebaï, coordonnateur Ensemble pour la République de Kinshasa. Je pense qu'il n'y a pas d'activité Ensemble pour la République à Kinshasa. Non, il y a des activités tous les jours ici, toutes les semaines. Il ne faut pas considérer que Kinshasa ne vit que dans ce qui est comme une superstructure qui s'appelle la coordination provinciale. La vraie vie, elle est à la base. À la base, et nous travaillons donc à animer le parti à la base, c'est cela. Les objectifs que nous sommes assignés. Là, nous devons donc redynamiser. Redynamiser, c'est aller à la base. Ce n'est pas au niveau de la superstructure qui s'appelle la coordination provinciale. Nous ne sommes qu'un comité de 7 membres à peine. Ce n'est pas nous qui allons redynamiser le parti. Donc nous travaillons pour les sièges des Tchangoula, c'est arrangé déjà ou bien? Non, nous n'avons pas encore. Vous voyez ça, par exemple, c'est que nous vivons sous Félix Tshisekedi, qui est un parti d'opposition, traité déjà d'opposition à PT, opposition à Nzala, mais qu'avec nos propres moyens, nous arrivons à monter dans les airs une banderole, et un matin, de jeunes gens, identifiés clairement Force du Progrès, viennent et vandalisent cette banderole-là. Et la meilleure, c'est laquelle? Nous sommes voisins à la maison communale de Kimbaté. Voisins, là, comme ça. Nous sommes voisins. Donc, ça veut dire que la police communale qui était là, à la maison communale, a assisté, là, les bois croisés, à cette opération de vandalisme. Ah, d'accord. Elle a été là, elle était là. C'est triste, hein? Tu te rends compte ce que nous subissons sous Félix Tshisekedi? Tu te rends compte un peu? Et je me suis retrouvé en débat contradictoire avec un membre de l'UDPS, je m'en souviens. Il m'a dit d'ailleurs que c'est un montage de notre part, tu te rends compte un peu, et qu'ensuite, même si c'était vrai, c'était à nous-mêmes de savoir nous défendre face à ces menaces-là. Et c'est cela l'idée qu'ils ont de l'État. Donc eux, c'était défendu à bras nus face à Kabila, à nous aussi de faire pareil. La jungle, quoi. Merci beaucoup, Mike Moukebaï, on finit. Merci d'être passé. Merci également au président Jimmy Kalala, Jimmy Carter, Tina Jour à férié. Jimmy Kalala, l'honorable Mike Moukebaï, il est très spécial, Jimmy Kalala. Je pense que normalement, vous taguez bien, honorable. Bon, et je disais, j'allais dire Amen. J'allais dire Amen, pas Amen. Amen. Vous avez un bon ébélé. Non, je corrige d'abord, l'expression c'est Amen, pas Brani. D'accord. Je corrige pour le public. Sinon, on risque de m'assimiler à cette catégorie. Non, dans les combats comme les nôtres, là, c'est pas évident que c'est avec un gros salaire que tu vas pouvoir maintenir la loyauté d'un proche collaborateur. Si au départ, il n'y a pas un engagement personnel à lui-même.
Le combat que je mène... Donc c'est d'abord un engagement personnel. C'est pas avant tout au nom et pour compte de Moïse Katumbi. C'est une foi personnelle de Mouké Baye. Ouais. Et il s'est fait qu'une coïncidence a permis que nous nous découvrons, que nous nous rendions compte que nous partageons les mêmes idéaux et nous nous mettons ensemble. Donc quand j'endure, je n'endure pas pour Katumbi. C'est pas pour lui dire, mais non, moi j'ai souffert et en contrepartie, non. J'endure au nom d'une conviction. Je paye le prix de ma conviction et je l'assume en tant que tel. C'est comme ça. D'accord. Parce que Batu Baluba qui Mouké Baye a compliqué, Mouké Baye a difficile, Mouké Baye a balukaka. Mais il vous a naïf. C'est maintenant ça. Attends, je vais te dire. Attends, je crois que c'est fondamental parce que ça touche à ma personnalité. Exactement. Ça fait 10 ans, 15 ans que je participe dans le débat public. J'ai commencé, j'étais journaliste. Mouké Baye à Baluka, quelles sont les idées que j'ai portées, que j'ai défendues et auxquelles j'ai renoncé par la suite pour tel ou tel intérêt? Mouké Baye Baluka, Mouké Baye, c'est l'homme vraiment le plus tranquille. Mouké Baye ozalaki na ye soki ata yo tengami mais Mouké Baye obeto kaka obeto na média en fait, c'est ça. Donc Mouké Baye baluka te. Mouké Baye, il faut qu'on m'oppose mes errements. D'accord. Sur le plan de ma démarche politique, c'est cela qu'on baluka. Y en a-t-il ces errements-là? Quelles sont les idées que j'ai défendues hier et que je ne défends plus aujourd'hui? Et que je me suis engagé dans une voie de compromission. C'est lesquelles ces idées-là? C'est cela. C'est cela la constance. Donc Mouké Baye est lié aux idées. Aux idéaux que nous partageons ensemble. C'est cela. Donc, et non en personne. Hein. J'ai porté un combat. Ça fait 15 ans que je porte ce combat. Et donc, je continue. Donc, nous avons mis en place une dynamique avec des journalistes à l'époque. Si vous remarquez très bien, ce sont les mêmes idées de l'époque que je porte encore aujourd'hui. Et jusqu'à présent, Alors, il y en a d'autres qui ont décidé d'aller ailleurs, librement. Alors, Nani Abaluki Bango Nandai. Moni. Dis-moi un peu. Là, tu as en face de toi des gens qui ont défendu des idées ici et qui, 2 années plus tard, défendent le contraire. Babaluki. Mais tu as bon bénéfice. Non, Nandakata Bango, Naïbité, Bazo Luka, Lobi Peso fait ça, Akei, Bako, Nanda, Soufga, Pay, Koukinde. Nandaka Bangote. Merci beaucoup. En tout cas, en termes de constance, idéaux, Mouké Baye, c'est. Je me bats pour les droits de l'homme, je me suis toujours battu pour le droit de l'homme, pour le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, je suis en contradiction avec quelqu'un, et je termine par là, qui s'appelle Paul Sapou. Je le prenais pour un modèle. Nous avons mené un grand combat. Commission nationale des droits de l'homme. Aujourd'hui, il a la tête de la Commission nationale des droits de l'homme, il s'est tué dans toutes les langues. Nanya Baluki, na Paul Sapou Nangaya Baluki. Mais encore ça, tu vois, on a pété. Oh, je m'en tape. Yo, gana bête, il faut que tu vois ça. Et puis, moi, je peux m'appeler un collier. D'accord, là, c'est bon. Oh, yo, gars, pas un bête pour ça. Non, il n'a pas. Là, c'était Yenda Balugi. Là, c'est bien résolu. Merci beaucoup à Jimmy Carter. Il est très spécial de l'honorable Mike Mouké Baye, comme les sénateurs Salomon Kalonda. La petite peu en mode tibédé, hein. Aïbisa Gingaï, il est à partout. Aza est na islam, Aza est na christianisme, Aza partout. Dans toutes les religions, il est là. Ben ouais. Comme c'est un fédérateur. Ouais. Ah ouais. Donc c'est important. Également, je pense qu'ensemble pour la République, vous continuez bon honorable Mike Mouké Baye, rédimisation, surtout dans Kinshasa et au Sada bien Makassi. Je vois également un jeune là qui se bat, hein. C'est qui est chaud. Il est bon vent lui. Très dynamique. Il se bat très bien. Très dynamique. Il se bat très bien. Il est très dynamique. Je le vois partout dans les émissions.
Sur le terrain, je le vois également. Et poli, oui, exactement. Pondéré, c'est pas comme... Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je suis Camille Glécan, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer autant. Au revoir.